Je vois surtout les gens qui boivent, qui mangent, qui dorment, qui font toutes les fonctions humaines, qui sont toutes assez vulgaires. Et je dirais qu'ils sont lourds. Et leur esprit est lourd, c'est ça qui me semble surtout. Il n'a jamais cessé d'être lourd. J'ai remarqué, j'ai lu tellement de vers, et particulièrement des vers du 17e, des vers soi-disant galants. Oh, j'en ai trouvé 3, 4 de bons sur des milliers, n'est-ce pas? Il y a très peu de légèreté chez l'homme. Il est lourd, n'est-ce pas? Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. C'est ce fait qu'il est extrêmement lourd. Nous verrons peut-être un jour une révolte de l'esprit contre le poids. Ce qui est important dans le monde, c'est tout ce qui émet des signes. Alors j'allais dire la non-élégance, la vulgarité aussi, elle émet des signes. Mais c'est plus ça ce qui m'importe, c'est les émissions de signes. Alors pour ça sans doute que j'ai tant aimé, que j'aime toujours tant Proust, quoi. La mondanité, oui, la mondanité, les rapports mondains, c'est des émissions de signes fantastiques, quoi. Ce qu'on appelle une gaffe, c'est une non-compréhension dans un signe. Là. C'est des signes que les gens ne comprennent pas. Alors ça c'est... Mais la mondanité comme milieu de foisonnement de signes vides, absolument vides, aucun intérêt ces signes. Mais c'est les vitesses d'émission, la nature de leur émission. Ça rejoint les mondes animaux, parce que les mondes animaux aussi, c'est des émissions de signes fantastiques. Hein. Les animaux et les mondains, c'est les maîtres des signes. Quoi. Il s'est éveillé, l'épiderme sec. Elle ne l'a pas entendu, donc. Il faisait jour. Un homme, dans un lieu, peu importe, dans une époque, peu importe. Cet homme concentre la multitude du genre. L'homme sort de la rue et il nous apparaît. Et elle, car elle constituait l'autre moitié, l'autre part. Elle est une femme coquette qui cache assez gauchement ses sentiments et livre sans mal ses sensations sur le sofa ouvert. Il pense qu'avec les époques, les révolutions, les progrès, les récessions, on lui a de moins en moins laissé le choix, de plus en plus imposé et ordonné. Sur la carte, la dérive des continents, on ne la sent pas. Mais lui peut presque la palper, avoir du plaisir avec elle, perte du choix, corps qui finissent figés, désir au forceps, retour à l'état des choses. Les mots sont vides depuis bien longtemps déjà. Quand bien même on pourrait les sauver, qu'est-ce que l'on injecterait dans le tissu des mots? De même que l'on s'ingénie à nourrir un virus en le plaçant dans un corps vivant, comment allaiter les mots? Elle est exigeante. Il sent bien qu'à chaque reprise, il se mesure à elle. Cela revient à un échange de force entre lui et la nature. La nature l'aimante l'emporte presque toujours. À la vue de sa couche qui se couvre de poussière, de particules de plâtre, il rit nerveusement. Abattu, la nuit fait appel au mur pour mémoire. Des vicissitudes du jour à venir, il ne peut que tracer l'ennui, furieux de ne point pouvoir transformer l'amertume en saveur. Non pas en douceur, mais en écume d'un goût singulier qui en appellerait d'autres par le simple fait de la pensée. Lors de la première rencontre, ils s'étreignirent si loin que l'on dut les séparer. Leurs mots avaient répandu leur sang dans leur bouche. Tentation de l'envisager, elle, comme une lacune. Il observe le lierre sur la paroi mitoyenne. Il y trouve une oppression sans nom. L'oppression qu'elle impose à lui, tentaculaire, sans appel aucun. Elle jette en pluie sur ce qu'elle aimerait appeler son double la mémoire des erreurs et des paroles que l'on croyait perdues. Il inscrivait les phrases qui lui étaient venues sur le pont lorsque soudainement elle apparut à l'arrière d'un taxi. Il feignit tout d'abord de ne pas la reconnaître. Elle descendit machinalement de la voiture dont le moteur tournait faiblement. Elle était descendue sans le voir, comme si elle l'avait toujours su en ces endroits et instants précis. Elle se dirigea vers lui. Il écrivait toujours et ne la vit pas. À quelques pas du banc, elle stoppa net, le dévisagea et murmura « J'ai perdu l'enfant ». Ils rentrèrent sans mot dire.
Arrivé, il s'installa à sa table de travail et se mit à gratter le mur de ses pouces et index droits pour en déloger certaines aspérités. C'était en quelque sorte gratter sa propre peau pour en sortir les excroissances, purifier une surface rendue vile par l'ennui et l'attente. Lorsqu'il saisit au vol certains conciliabules, ceux d'A et H en particulier, il ne peut pas ne pas se figurer deux vieilles femmes à la pensée éventée, à leur carnation, édentées dans l'intervalle où leurs os ne répondent plus de rien, à leurs angles noircis par la résignation, la perte de temps, leurs angles morts. Alors le sens expire. Les illusions de la ville se transfigurent en des vitrines éteintes quand vient l'hiver. Ce qu'il désire est cet espace possible du rêve où il la rencontre comme une amie d'enfance perdue ensuite. Alors les heures s'arrêtent, l'eau des fleuves prend son temps et se met à leur disposition protectrice. Face à elle, la fixant, il ne sait pas toujours lire ce que chacun de ses yeux lui dissimule. De fait, son œil gauche est le plus mobile, il est l'œil accusateur, la cruauté des heures sans désir, les veines trop timides pour éveiller les corps. Lui qui abhorre les échappatoires fugaces, alcoolisé. Ces heures à lui ne sont pas ses heures à elle, au long desquelles, vêtue de couleur pourpre, elle est si puissante. Là, elle fait ce qu'elle veut de ses rencontres. Elle abuse parfois de la couleur rouge, elle sait bien. Il entretient l'urgence en lui et parfois le bois manque. Urgence des tisons, urgence d'une porte à 2 battants, ouverte et fermée en permanence. Va-et-vient désiré dans les coulisses de ses membres. Une goutte rouge s'éternise sur l'index que l'on veut. Il parle peu, toute honte bue. Il aimerait parler à bon escient, évacuer l'oripeau. Elle l'observe à table. Il coupe une tranche, ça gémit dans elle. L'enfant, ce qu'il en reste, ses yeux morts, à elle. Elle prendrait sa plume. Alors, en prenant sa plume, elle recouvrerait sa part perdue. Elle oserait le défier sur son propre terrain. Elle sent les choses plus qu'elle ne les comprend. Elle livrera des mots comme on a pu livrer des noms. Sans pudeur, sans trop de haine. Parce que c'est nécessaire. Comme signé en bas de page, prêter serment d'Hippocrate. Ainsi, pour parler, nous avons avancé, présenté, chargé de mots 2 personnages. Innommés, pour résumer, représenter le conflit qui nous lamine et qui aussi nous empêche d'en finir. Ce n'est qu'une histoire et pourtant ce serait l'histoire. Je m'avance, j'avance. Elle avance en moi et avec moi. Reprenons. Il est donc mélancolique. Et la mélancolie procède de l'alchimie. La souffrance de la matière est la première étape de sa régénération. Le sexe de la femme brille par son absence. Le sexe de ma femme est sale. Retiens ma vie, tout est dit, que l'on parle ou que l'on silence. Il pousse les mots vers elle. Il lui propose les mots, bien articulés entre eux. Elle les prend. Les mots sont les préliminaires, comme on dit. Elle le sait bien, alors elle ne peut que prendre les mots. Et là, elle saura ce qui sortira. Ce qui sortirait, ce qui sortira. Elle est partagée, depuis toujours et vraisemblablement avec chaque homme sur le parcours du choix. La peur est la clé. Elle est liquéfiée. Il ne la trompe pas, comme on dit. Elle peut le tromper, à la bonne heure. Il resta muet, s'isola, rendit l'âme dans la cuvette et s'essuya. Tout ce qui lui passerait par la tête comme ça, subitement s'estomperait. La pensée meurt dans un buvard. Le désir naît avec le sommeil, dans le sommeil. Les corps se rapprochent dans la torpeur. Les corps coulent souvent dans la semi-obscurité vers l'aube. On s'épanche en silence. Les oreillers bruissent. Toutes les cavités sont bouchées par les songes. 2 aveugles sourds quasi muets qui se confondent à nouveau. Déjà, la douche attend. Elle liquiderait l'étreinte la première, comme à son habitude. La femme se lève toujours la première et trébuche dans le noir dans la chambre.
se rencontrer à même la mousse sur le bord des fontaines ensevelies dans les sous-bois. Forte influence, configuration intime, figa, con, cunt. Des mots comme des poubelles remplies et fermées à double tour, la benne pour les objets. L'espèce humaine dans la fosse commune. On se souviendra bien un jour des marées nocturnes, des corps qui remontaient à la surface, car les corps, sans le sou, on les jetait à l'eau sans autre forme de procès. Objection, sépulture, dans du vin rouge. Elle sait. Elle croit savoir ce que deviennent les paroles bues à tort, ce qu'elles cessent d'offrir. Les mots qui sentent fort suscitent-ils le désir? Le désir fait parler. On dit beaucoup de choses. Ici nous pourrions le nommer lui, la nommer elle, mais à quoi bon? À boire. Carcan humide pourtant de petits hommes. À tort ou à raison, il se lève pourtant le matin. Elle ne se lève presque jamais. Lui a, avec le temps, contracté une tête d'éléphant entre les jambes pour effectuer un voyage en son centre à elle. Il dit « C'est le centre du monde. Ce centre est l'invitation au sens de toute chose, dans le parfum de la grâce. » Matrice Dolorosa. Avec la meilleure armée de mercenaires d'Europe, Cromwell arrive en Irlande en 1649. Il y reste jusqu'en 1650. Entre-temps, il fit brûler tous les arbres pour anéantir toute tentative de résistance.
D'abord le corps, non. D'abord le lieu. Non, d'abord les deux. Tantôt l'un ou l'autre. Tantôt l'autre ou l'un. Dégoûter de l'un, essayer l'autre. Dégoûter de l'autre, retour au dégoût de l'un. Encore et encore. Tant mal que pire encore. Jusqu'au dégoût des deux. Vomir et partir. Là où ni l'un ni l'autre. Jusqu'au dégoût de là. Vomir et revenir. Le corps encore, ou nul. Le lieu encore, ou nul. Essayer encore, rater mieux encore, ou mieux plus mal. Rater plus mal encore plus mal encore. Jusqu'à être dégoûté pour de bon. Vomir pour de bon. Partir pour de bon. Là où ni l'un ni l'autre pour de bon. Une bonne fois pour toutes pour de bon. Samuel Beckett, Capopir, X-Ray, 1982. La première fois que j'ai entendu parler du Nord, c'était quand j'étais très jeune, probablement avant d'aller à l'école. Les gens parlaient des troubles là-haut dans le Nord et je ne pouvais pas comprendre vraiment ce que ça voulait dire. J'avais juste cette image des tanks, des armées et des champs de bataille. Mais les gens me disaient que ça n'avait rien à voir avec ça. La situation était totalement différente. C'est très difficile d'expliquer ça à un enfant de 5 ans. Qu'est-ce qu'une guérilla ou quels que sont des troubles d'une guerre? C'était tout le temps là de toute façon. J'ai commencé à comprendre vers 9-10 ans, 11 ans, 12 ans peut-être. Même à cet âge, on comprend toujours pas très bien ce que ça veut dire, cette La raison pour situation. les portes d'entrée à 2 niveaux dans les cottages irlandais, c'est que lorsqu'ils payaient la dîme aux propriétaires terriens, l'Irlandais, l'Irlandaise dansaient sans être vus. C'était un acte de résistance aussi. Mon opinion a vraiment évolué dès l'instant où je suis allé à l'université. Je suis allé en Irlande du Nord. J'ai passé du temps à Coleraine, à Belfast, et j'ai vu ce qui se passait vraiment. Et j'ai vu ce qui se passait vraiment dans les rues et pas seulement à la télévision. Je n'ai jamais été républicain, donc c'était jamais vraiment un gros problème que l'Irlande soit divisée en 2 parties, le sud et le nord. Ça n'a jamais vraiment fait sens pour moi, car l'Irlande étant une île, il était plus logique que ce soit une seule nation unie. Je ne suis pas d'accord avec cette idée que l'Irlande n'ait jamais été unie à l'époque du XVe siècle ou du XVIe siècle. Les gens étaient divisés de toute façon avec ou sans les Anglais. L'Angleterre était aussi divisée. Le pouvoir était divisé sur les familles, les clans. Et les affaires entre les gens n'étaient pas déterminées par leur origine anglaise ou irlandaise, ou française ou quoi que ce soit. C'est la manière dont les gens inventèrent l'Irlande du Nord. Je n'ai pas de réaction émotive par rapport à la division Nord-Sud. J'en ai juste une par rapport aux gens qui se font tuer par des bombes. Et j'ai juste une émotion lorsqu'il s'agit d'arrêter la guerre. Mais par rapport au pays étant divisé, non, je n'ai pas d'émotion. Pour l'Europe, j'espérais que l'Irlande deviendrait une nation plus intégrée à l'idée d'Europe.
Et je pensais que l'idée des 6 comtés qui appartiennent à l'Irlande du Nord ne se poserait plus comme une issue importante, et que les gens arrêteraient de penser aux petits morceaux de tourbe sur lesquels ils sont assis. Enfin, c'était des monuments à traîner. Et ils traînaient ça dans une voiture avec un fourgon derrière qui faisait chambre de développement. C'était son outil quoi, de travail. Et souvent, ça, on n'avait pas autre chose, bien sûr. Mais souvent, il me disait, mon petit, si c'était aujourd'hui qu'on peut prendre les sons, les danses, les choses que l'on a aujourd'hui, tout un tas de choses qu'on fait avec, comme vous enregistrez la voix, vous pouvez enregistrer n'importe quoi, en couleur, en noir et blanc. Et il faisait des choses en sépia, en charbon, en micromate. Rouge s'éternise sur l'index que l'on veut. Il parle peu, toute honte bue. Oui. Je n'ose pas. Et j'ai commencé à regarder quand on m'a demandé là-bas, mais Madame Vergiat, il nous faudrait des écritures de Monsieur Vergiat pour pouvoir faire un petit quelque chose. Il nous faudrait un petit machin, il nous faudrait ceci, il nous faudrait cela. En fait, j'ai cherché, mais franchement, j'ai honte de regarder les choses que tonton faisait, qui avait tellement d'amour à faire. J'ai honte de regarder parce que je comprends peut-être pas assez, peut-être. Je ne sais pas. Oui, peut-être, mais peut-être, je sais pas. C'était tellement dans son petit royaume que... Et encore, je me suis mise, je vous dis, depuis un an là, que j'ai cherché pour donner au musée, je me suis quand même hardie. Mais autrement, j'ai resté pendant 10 ans sans rien chercher parce que j'avais honte de gratter dans ces affaires. Alors, vous voyez que j'ai trouvé, il avait préparé quelque chose vraiment de très spécial, mais je n'ai pas trouvé. J'ai fait comme j'ai pu. Mais j'aurais pu être un petit peu plus... Comment vous dire, quand il est décédé, moi, il me dit, mon petit, je vais te laisser maintenant bien tranquille, je vais aller me faire ma douche. Quand je vais... il est devant la baignoire. Comment voulez-vous que j'étais complètement perdu. J'ai dit, monsieur, je suis l'épouse de ce monsieur, mais hélas, je n'ai pas participé à son épopée, quoi. Hein. Mais ça, madame, est-ce que c'est des véritables? J'ai dit, oui, monsieur, c'est des véritables. C'est des petits objets, oh, c'est pas grand-chose. C'est comme si c'était... c'est des petits instruments des docteurs ou des dentistes, si vous voulez, qui servaient pour exciser. Vous comprenez? Et ça, c'était les véritables. Alors, c'est en fer, hein. C'est tout ce qu'il y avait de sommaire. Parce qu'alors là, vraiment, en ce moment, hein, c'était en fer que c'est un forgeron qui avait fait ça, hein, une chose comme ça. Et puis c'est tout. Une journée pour faire un portrait. Mettez une journée pour faire un portrait.
au soleil, un petit peu plus ombré, un petit peu plus clair, un petit peu... Mais j'en ai mis un ou deux là pour que vous voyez un petit peu. Soit sur papier argenté, soit... Mais toute une journée pour faire un portrait. Alors, on ne gagnait pas sa vie, hein, mais enfin, il faisait ça, vous savez, pour chercher. Comment vous dire? Ces deux livres, c'était presque un condensé de ce qu'il avait fait, mais plus élargi. Et il voulait mettre... Il y avait 700 pages. Et il y avait plus de 100 photos à mettre. Et toutes ces photos, je les ai toutes trouvées, toutes éparpillées, et je les ai toutes assemblées. Par chaque chapitre, il y avait ces photos. Et j'ai tout donné au musée. Et j'ai demandé au musée de me le... Comment vous dire? De l'éditer. Mais que je demandais ni droit d'auteur, ni rien du tout. Mais que c'était le musée qui... Et c'est ce qui m'a troublé un peu, parce qu'ils n'ont pas fait comme il faut. C'était le militaire. C'était le militaire. Et on sentait que c'était le militaire. Moi, je ne le sentais pas, parce que c'était mon mari. C'était mon mari, il ne m'a pas pris en militaire, il m'a pris comme un enfant, parce qu'il m'a élevé. J'étais sa fille, j'étais sa femme, j'étais son amante, j'étais tout ce que vous vouliez. J'étais sa sœur, j'étais tout ce que vous vouliez. Mais pas une personne, une esclave. Non, non, non. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Alors, je vous ai dit l'autre jour qu'il y avait 6 mois qu'on était mariés et que je disais toujours vous. Alors, j'avais un respect formidable et je l'ai continué. Toucher, c'est toujours du Guévert. Il y a un papier qui s'appelle Artena, que personne... il était très difficile à faire. Voilà. Regardez si c'était en couleur aujourd'hui, si ça avait été beau. En 1937. Je vois surtout les gens qui boivent, qui mangent, qui dorment, qui font toutes les fonctions humaines, qui sont toutes assez vulgaires. Et je dirais qu'ils sont lourds. Et leur esprit est lourd, c'est ça qui me semble surtout. Il n'a jamais cessé d'être lourd. J'ai remarqué, j'ai lu tellement de vers, et particulièrement des vers du 17e, des vers soi-disant galants. Oh, j'en ai trouvé 3, 4 de bons sur des milliers, n'est-ce pas? Il y a très peu de légèreté chez l'homme. Il est lourd, n'est-ce pas? Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. C'est ce qu'il dit, il est extrêmement lourd. Nous verrons peut-être un jour une révolte de l'esprit contre le poids.